Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Viva Info en version française en cette soirée du samedi 17 janvier 2026. À la une de l'actualité de ce soir, les dirigeants actuels poursuivent les représailles politiques en procédant à l'arrestation de membres du TGV partisans du président Ange Radzuil. Selon les informations recueillies, il serait déjà des dizaines à être retenus au sein de la brigade criminelle de la police nationale à Anoussi à l'heure actuelle, sans que les véritables motifs de leur détention ne soit clairement connu. Reportage. Les partisans du président Ange Radzuil sont un à un pris pour cible par le régime actuel dans le cadre de représailles politiques. Presque tous ceux qui osent exprimer leur opinion, notamment les figures de proue issues de l'IRMAR encore présentes sur le territoire, ont été arrêtés, soi-disant pour enquête, ou ont fait l'objet de perquisitions abusives à leur domicile, ainsi qu'auprès de leurs proches. Le 7e vice-président de l'Assemblée nationale, Milavoun Philobert, a déclaré lors de son intervention dans l'émission Soulang hier soir que plus de 10 responsables du TGV par district sont actuellement détenus à la brigade criminelle de la police nationale à Anoussi. Pour le président de l'opposition, cette situation s'apparente à des intimidations et des menaces. Nous faisons face actuellement à une pratique de la politique malsaine dans notre pays et ce sont tous les proches du régime Radzuil qui en sont les cibles. Outre les arrestations et les perquisitions abusives, certains députés ont également été contraints par le président de l'Assemblée nationale d'être exclus de l'institution, une requête ayant été déposée auprès de la Haute Cour constitutionnelle. 4 d'entre eux sont élus sous la bannière de l'IRMAR et un est indépendant. Ce dernier a pourtant affirmé avoir toujours participé aux réunions. Jusqu'où iront ces représailles politiques ? Le président de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale a affirmé que l'IRMAR met déjà en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger ces 5 députés ainsi que les citoyens qui les ont élus. Et dans l'éditorial de ce soir, la coopération militaire entre Madagascar et la Russie est relancée après une longue période de refroidissement consécutive à l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques ou URSS en 1991. Des publications diffusées sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, et des déclarations officielles du régime actuel confirment que la formation des militaires malagasy en collaboration avec des militaires russes a déjà commencé. Selon les informations, l'armée malagasy aurait également bénéficié d'un appui gratuit en armement de la part de la Russie. Les détails avec Jean-Claude Angemalal. Madagascar entretenait déjà des relations privilégiées avec la Russie durant la Deuxième République, sous le régime de l'amiral Didier Ratsirek, entre 1975 et 1992. À cette époque, la Russie faisait encore partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques ou URSS, également appelée Union soviétique, un État fédéral composé de 15 républiques socialistes soviétiques fondées le 30 décembre 1922 et dissous le 26 décembre 1991. L'URSS ne disposait pas d'un président de la République comme aux États-Unis ou en France. Le chef de l'État était le secrétaire général du Parti communiste. Parmi eux figuraient notamment Staline, Khrouchtchev, Brejnev, Andropov, Tchernenko et Gorbatchev. Le dernier dirigeant de l'URSS fut Mikhaïl Gorbatchev, également unique président lors de la période de transition ayant précédé la dissolution de l'Union en 1991. L'Union soviétique et Madagascar entretenaient des relations étroites durant la guerre froide, marquée par un soutien politique et économique de l'URSS au régime socialiste, notamment celui de Didier Ratsirek. Des bourses d'études étaient accordées aux jeunes malagasy pour poursuivre leurs études en URSS et la langue russe était intégrée comme matière enseignée dans les lycées. À cette époque, il était courant que des membres des comités de quartier ou d'institutions telles que le CSR proposent les noms de jeunes ayant accompli le service national hors armée ou SN afin de bénéficier de bourses d'études en URSS. Sous la Deuxième République, Madagascar avait ainsi établi une coopération étroite avec l'Union soviétique axée sur le soutien politique et financier. C'est dans ce cadre que l'armée malagasy a été dotée d'armements russes tels que les fusils Kalachnikov. Le pays disposait également d'avions de chasse MiG-17, MiG-19 et MiG-21 entre les années 1970 et 1980. Durant la guerre froide, ces appareils étaient utilisés pour la défense de l'espace aérien, principalement pour l'armée de l'air malagasy, à des fins de protection et de transport. Des avions de transport de type Antonov ainsi que des hélicoptères étaient également en service, témoignant de la coopération avec la Russie. Nous sommes aujourd'hui en 2026, qu'avons-nous réellement tiré de la possession de ces équipements ? Cette coopération renaît sous le régime actuel et suscite déjà des inquiétudes quant à ses conséquences futures. Il est certes affirmé que Madagascar peut coopérer avec tout pays disposé à l'aider,
Toutefois, dans un contexte géopolitique mondial de plus en plus polarisé, chaque petit État cherche avant tout à préserver ses propres intérêts. L'Occident affirme son influence, l'Orient entend démontrer sa puissance, le monde arabe traverse de nouvelles dynamiques révolutionnaires, tandis que Madagascar semble s'engager sans réelle visibilité sur la direction à prendre. En matière de diplomatie, un élément ne doit pas être négligé. Les grandes puissances observent attentivement la situation sans que l'on puisse anticiper les décisions qu'elles pourraient prendre à l'avenir. Les dirigeants précédents ont toujours affirmé que la diplomatie malagasy n'était hostile à aucun pays, mais qu'elle devait s'exercer avec une extrême prudence dans la prise de décision. Or, des armements russes ont déjà été introduits sur le territoire national sans que l'on sache clairement s'ils ont fait l'objet de débats et d'une approbation formelle au sein des deux chambres du Parlement. Ont-ils été offerts gratuitement ou en échange de contrepartie? Que se cache-t-il réellement derrière la formation militaire en cours dans ce contexte de régime de transition? Autant de questions qui appellent des explications officielles de la part des autorités à l'endroit de la population, ou faudra-t-il encore que cette dernière se cantonne au simple rôle de spectateur? Dans l'actualité sociale, page santé, 6 nouveaux cas de la variole du singe ou Mpox ont de nouveau été confirmés à Madagascar jusqu'au jeudi 15 janvier 2026. Selon les informations communiquées, 2 cas ont été recensés à Mahajang, 2 à Antananarivo-Renvoich, 1 à Fenaransu et également 1 cas à Mitsinzu. Le nombre total de cas confirmés à Madagascar s'élève ainsi à 78. Les détails dans ce reportage. Le nombre de personnes dépistées et confirmées porteuses du virus de la variole du singe ou Mpox à Madagascar a atteint 78 jusqu'au jeudi 15 janvier dernier. 6 nouveaux cas confirmés ont été enregistrés, dont 2 à Mahajang, 2 à Antananarivo-Renvoich, 1 à Fenaransu, 1 à Mitsinzu, selon les informations officielles. D'après les données recueillies, 290 cas sont actuellement enregistrés, dont 212 cas suspects et 70 cas confirmés par les autorités sanitaires. En ce qui concerne la répartition régionale de la maladie, la région Bouin est la plus touchée avec 61 cas confirmés. Les régions Analaming et Vaknakar comptent chacune 5 cas confirmés. Un cas confirmé a été enregistré dans chacune des régions suivantes, Pittsburgh, Matsa-Chambun, Melek et Sophie. Les responsables sanitaires appellent la population à respecter les consignes de santé, à se faire dépister en cas de symptômes suspects et à consulter immédiatement un établissement de santé. Restons toujours dans ce cadre. Selon les médecins, de nombreuses maladies touchent les enfants durant la période estivale. Les parents doivent ainsi accorder une priorité au renforcement du système immunitaire de ces derniers. En plus du Mpox, la rougeole touche également les enfants en ce moment. Reportage de Fanjesena Mireille et Nzara Jenso. Les maladies de la peau et les troubles digestifs figurent parmi les affections qui touchent les enfants durant l'été. Le système immunitaire joue un rôle essentiel dans la lutte contre les maladies, selon les médecins. Lorsqu'il est renforcé, il permet à une personne de mieux résister à ces affections et d'en atténuer les symptômes. Actuellement, la rougeole touche encore les enfants. Le contact direct avec une personne atteinte de la rougeole ou du Mpox favorise également la transmission, selon le médecin. Les parents sont vivement encouragés à se rendre rapidement dans les centres de santé dès l'apparition des signes suspects chez un enfant. Dans la page faits divers de ce soir, la localité d'Inkilaïl dans la commune de Mitsinzu, au district de Tuliara 2, région Antimonje-Fan a été le théâtre d'une attaque à main armée dans la nuit du 15 janvier 2026. Une maison et un commerce ont été les cibles de cette attaque perpétrée par plusieurs malfaiteurs armés de fusils artisanaux, de haches et de sabres. Après les appels des victimes, des échanges de tirs ont eu lieu entre les bandits et les forces de l'ordre, durant lequel un des malfaiteurs a été abattu. Ce dernier avait encore en sa possession une arme artisanale. La recherche des autres bandits qui ont participé à cette attaque se poursuit. Dans le reste de l'actualité locale, page culture, l'exposition Antsontutulmiain, 3e édition, débute aujourd'hui et durera jusqu'au 6 février 2026 à la zone Zital, Inkourjan. Une dizaine d'artistes y exposent leurs œuvres. Le but de l'exposition est de partager l'amour des arbres et de la nature. Reportage de Fanjesena Mireille et Darren Jens. Dès l'entrée dans cette exposition intitulée Antsontutulmiain, on peut déjà admirer les œuvres des artistes mettant en avant l'amour du bois. Ces créations sont toutes belles et originales et portent des messages profonds. On y découvre également les œuvres littéraires de Zohari Ravelson. Alors qu'elles étaient jusqu'ici généralement présentées en langue étrangère, elles sont cette fois entièrement en langue malagasy.
Les 2 premières éditions de Intsuntutulmien ont par ailleurs montré que les gens commencent à apprécier et à valoriser le bois de nos jours. Dans les actualités internationales de ce soir, d'importantes manifestations sont prévues aujourd'hui, samedi 17 janvier, dans plusieurs villes de Danemark et dans la capitale groenlandaise Nuuk, afin de protester contre les ambitions territoriales de Donald Trump qui continue d'afficher son intention de s'emparer du Groenland. Les États-Unis ont parallèlement été invités à participer à des exercices militaires au Groenland, a affirmé hier vendredi soir le chef du commando arctique danois à l'AFP, assurant que ces manœuvres se dérouleraient en rapport avec la Russie. France 24. Tenter de couper l'herbe sous le pied des États-Unis, c'est le but du chef du commandement arctique danois. Menacé par Washington, ce dernier a tenté un pari. Aujourd'hui, nous avons eu une réunion avec nos partenaires de l'OTAN et notamment les États-Unis. Et nous les avons invités à participer à cet exercice. Plusieurs nations européennes de l'OTAN ont lancé cette semaine des manœuvres militaires au Groenland. Sans les États-Unis donc, des exercices modestes mais symboliquement forts face aux menaces d'annexion du territoire par Donald Trump. Nous avons besoin du Groenland pour la sécurité nationale, c'est urgent. Et une fois encore, le président américain a menacé. Les pays s'opposant à son projet d'annexion du territoire danois se verront frappés par des droits de douane. Pour justifier son projet, Donald Trump évoque la menace de navires russes et chinois présents dans la région. Selon lui, le chef du commandement arctique danois n'est pas du même avis. Il y a des navires chinois et russes dans l'océan Arctique, mais pas à proximité du Groenland. Bien sûr, si la Russie attaque le Groenland, c'est ma tâche de le défendre. Et je le ferai avec les troupes danoises, mais bien sûr aussi dans le cadre de l'Alliance. À en croire Søren Andersen, la coopération avec les États-Unis reste essentielle. Les Groenlandais sont loin d'être du même avis. Beaucoup d'entre eux manifesteront ce samedi aux côtés de Danois avec un message clair pour le président américain : ne touchez pas au Groenland. Et Donald Trump a dévoilé hier vendredi la liste des membres du Conseil de la paix pour Gaza qu'il présidera et auquel siégera en particulier le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio et l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair. France 24. C'est un communiqué d'une page censé marquer une étape dans le futur de Gaza. La Maison-Blanche a annoncé la composition de son Conseil de la paix pour l'enclave palestinienne. On y retrouve 7 personnalités, dont 5 Américains et plusieurs proches du président. Son gendre Jared Kushner, l'émissaire spécial Steve Witkoff, le secrétaire d'État Marco Rubio, mais aussi l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair ou encore le président de la Banque mondiale Ajay Banga. Leur rôle, superviser le travail de cet autre groupe, le Comité palestinien de gouvernance. Réuni au Caire pour sa première réunion vendredi, il est lui composé de 15 technocrates et présidé par Ali Shahat, un ingénieur civil et ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne. Ce comité apolitique, c'est aussi l'un des éléments de la deuxième phase du plan de paix voulu par Donald Trump. À terme, ce plan doit régler l'épineuse question de la démilitarisation du Hamas, le retrait des forces israéliennes et piloter le début de la reconstruction. En tout cas, sur le terrain, ce projet apparaît toujours bien hypothétique. L'armée israélienne mène des frappes régulières sur Gaza en réponse à des tirs de combattants du Hamas, les deux camps s'accusant régulièrement et mutuellement de violer le cessez-le-feu. Et les pays latino-américains du Mercosur et l'Union européenne doivent signer aujourd'hui samedi au Paraguay un traité créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde après plus de 25 ans de négociations et malgré les inquiétudes du monde agricole dans de nombreux pays européens. France 24. Tout sourire, la présidente de la Commission européenne s'est rendue à Rio pour célébrer avec le président brésilien la signature imminente de l'accord avec le Mercosur. L'accord UE-Mercosur envoie un message fort. Il dit « Bienvenue sur le plus grand marché mondial et dans la plus grande zone de libre-échange de la planète ». Après plus de 25 ans de négociations, la signature aura lieu samedi à Asunción, la capitale du Paraguay.
Le traité devrait supprimer une large partie des droits de douane, facilitant les exportations européennes de voitures, de vins et de fromages, et l'importation en Europe de bœuf, volaille, riz et soja sud-américain. Demain, à Asunción, l'Union européenne et le Mercosur marqueront l'histoire en créant l'une des plus grandes zones de libre-échange au monde, regroupant environ 720 millions de personnes et représentant un PIB de plus de 22 000 milliards de dollars. L'accord est toutefois bien loin de faire l'unanimité en Europe. Des milliers de personnes manifestent en France, en Belgique, en Pologne et en Irlande depuis des semaines. Et en fait, c'est trop de la concurrence déloyale. Quand on va importer des produits des pays extérieurs qui n'ont pas les mêmes normes que nous, qui n'ont pas le même coût de main-d'œuvre que nous, pas le même social que nous. Et en fait, c'est pas possible de lutter, quoi. Le gouvernement français s'est fermement opposé à l'accord, mais n'a pas obtenu gain de cause. Après la signature, le traité devra encore être ratifié par le Parlement européen d'ici au printemps. Le scrutin pourrait être serré, mais une majorité semble favorable à l'accord. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne suite au programme sur Viva. Au revoir.